En ce qui concerne la détermination du peuple cubain, ils savent à quel point la situation est difficile, mais ils ne vont pas céder. Ils comprennent très bien que tout cela leur est imposé. On les fait souffrir délibérément parce que les États-Unis veulent qu'ils renversent leur gouvernement. Ce même gouvernement qui, quand les temps étaient meilleurs, a su offrir des soins de santé, de l'éducation, l'alphabétisation, des programmes sociaux, des infrastructures. Les difficultés que traverse le pays en ce moment sont largement le résultat d'une politique de changement de régime menée par une administration américaine très violente. Bienvenue à toutes et à tous et merci beaucoup d'être avec nous. Je suis Lena Petrova et vous écoutez un nouvel épisode du podcast World Affairs in Context. Aujourd'hui, nous recevons José Luis Granados Ceja. José Luis est journaliste et commentateur politique installé à Mexico. Il est cofondateur du podcast très suivi Soberania et collabore régulièrement avec Dropsite News. José Luis, ravi de te retrouver dans l'émission. C'est un plaisir de te voir et merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Non, merci beaucoup de m'avoir invité à parler de ce sujet très important. Je suis vraiment ravie d'avoir cette conversation. Je sais que vous êtes allé récemment à Cuba. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant votre séjour à La Havane et ailleurs? Et que ressentent les Cubains face à ce qui semble être une agression militaire imminente avec des menaces et une rhétorique de plus en plus forte venant de l'administration Trump? Oui, alors j'étais tout récemment à La Havane, en avril, pour un reportage. L'idée, c'était d'aller sur place, de parler avec les Cubains et de comprendre un peu la situation sur le terrain. Et je dirais que la première chose qui m'a frappé, c'est l'extraordinaire détermination du peuple cubain à résister. Ils font face, bien sûr, à des circonstances exceptionnelles. La vie sur l'île est très difficile, tout le monde vous le dira. Le blocus américain, qui dure depuis les années 60, s'est encore aggravé avec le blocus pétrolier imposé par Trump, et ça a rendu la vie vraiment très compliquée. Franchement, il suffit de s'arrêter un instant pour y penser. Imaginez votre propre communauté ici, si elle n'avait plus accès à l'essence, au diesel, à l'énergie. Le réseau électrique de Cuba dépend en grande partie de la combustion des énergies fossiles. Résultat, il y a très peu, voire pas du tout d'électricité dans tout le pays. La capitale s'en sort un peu mieux, évidemment, parce qu'elle concentre les services. Il y a beaucoup d'hôpitaux. Le choix du gouvernement cubain, c'est de garantir que les services essentiels, comme les hôpitaux ou l'alimentation, continuent d'être assurés, malgré les quantités très limitées qui restent. Et tout récemment, le gouvernement a d'ailleurs annoncé qu'ils étaient en gros totalement à court d'hydrocarbures à ce stade. Alors vous voyez, comme je le disais, imaginez votre propre communauté, imaginez votre propre pays sans hydrocarbures, sans pétrole. Ça ne fonctionne tout simplement pas, n'est-ce pas? Il n'y a plus de transport public. Impossible d'acheminer les marchandises jusqu'au marché. Les générateurs qui alimentent les pompes à eau ne marchent plus, donc les gens n'ont plus d'eau. Un collègue à moi qui travaille avec Belly of the Beast a récemment écrit un article pour le New York Times. Il s'appelle Ed Augustine et il s'est rendu à Santiago, de l'autre côté du pays, à l'opposé de La Havane. Et évidemment, la campagne là-bas est bien plus pauvre, beaucoup plus isolée. Et d'après son reportage, les conditions sur place sont encore plus difficiles. Il a raconté à quel point c'est difficile pour les gens qui vivent dans ces grandes tours, sans électricité, donc sans ascenseur, de monter et descendre les escaliers tous les jours, littéralement, juste pour aller chercher du bois à brûler, afin de pouvoir nourrir leur famille. Et je pense que c'est vraiment important quand on parle de la situation humanitaire extrêmement difficile à Cuba,
de toujours rappeler à vos téléspectateurs et auditeurs que tout cela est le résultat de la politique des États-Unis. Évidemment, le blocus américain a connu des hauts et des bas. Il y a eu ce moment, sous l'administration Obama, où on avait l'impression qu'un processus de normalisation des relations allait s'engager et les choses semblaient aller dans le bon sens. Mais ensuite, Trump est arrivé, il a renforcé le blocus et annulé toutes ses décisions politiques. Et puis il y a eu le Covid. Le Covid a frappé Cuba vraiment très fort. Cuba avait misé sur le tourisme, non? C'est un pays magnifique, extraordinaire. Quiconque a déjà passé des vacances dans les Caraïbes peut imaginer à quel point Cuba est incroyable. Surtout des endroits comme Varadero, des plages d'une beauté exceptionnelle. C'est pour ça qu'il y a une industrie du tourisme. Mais quand le Covid est arrivé, il a complètement détruit l'économie touristique. Et elle ne s'en est jamais vraiment remise. Parce que, encore une fois, Biden est arrivé au pouvoir sans vraiment rien changer. Puis Trump est arrivé. Et maintenant, on en voit les conséquences. Mais je veux revenir là-dessus pour conclure en parlant de ma première réponse sur la détermination du peuple cubain. Ils savent à quel point la situation est difficile, mais ils ne vont pas céder. Ils comprennent très bien que tout ça leur est imposé. On les fait souffrir délibérément parce que les États-Unis veulent qu'ils renversent leur gouvernement. Ce même gouvernement qui, quand les temps étaient meilleurs, a su offrir des soins de santé, de l'éducation, l'alphabétisation, des programmes sociaux, des infrastructures. Les gens s'en souviennent vraiment, du moins ceux qui sont assez âgés pour l'avoir vécu, la vie avant la révolution cubaine et la vie après que Fidel Castro et la révolution cubaine ont triomphé et tenu toutes ces promesses, n'est-ce pas? On parle d'un pays où, tu sais, une immense majorité de la population vivait dans la pauvreté. Les campesinos habitaient dans des cabanes, tu vois. Imagine un peu ces images qu'on voit dans les documentaires sur des pays très sous-développés. C'était ça Cuba avant la Révolution. Et ça a changé. Les gens ne l'oublient pas. Et les enfants de ces gens-là, ceux qui sont nés après le triomphe de la Révolution, bien sûr qu'ils le savent. Ils ont été éduqués dans ce système. Ils savent que les difficultés que traverse le pays aujourd'hui sont largement le résultat d'un programme de changement de régime mené par une administration américaine très violente. Les Cubains savent très bien ce qui se passe dans le reste du monde. Ils voient toutes ces agressions. L'enlèvement de Nicolás Maduro, l'assassinat du guide suprême d'Iran, l'agression, la guerre même contre l'Iran. Et tout récemment, ils ont vu ces porte-avions stationnés dans les Caraïbes. Il y en a un autre maintenant, le Nimitz, à nouveau positionné dans les Caraïbes pour les intimider. Eh bien, le peuple cubain n'est pas un peuple avec lequel on peut jouer. On ne doit pas le provoquer. Il ne se laissera pas intimider. Je veux bien sûr parler du USS Nimitz et entrer un peu dans les détails, mais avant ça, puisque vous êtes l'expert de l'Amérique du Sud, je pense qu'il faut qu'on prenne un peu de recul et qu'on regarde le tableau d'ensemble. On dirait que l'administration Trump, après la défaite en Iran, cherche à obtenir une victoire rapide, non? Et au lieu de s'attaquer aux problèmes économiques, politiques et sociaux ici, aux États-Unis, comme il devrait le faire, et comme la population américaine le souhaiterait, il tente maintenant un nouveau changement de régime. Et cette fois, on dirait bien que Cuba est la prochaine sur la liste. Le président Trump a intensifié ses propos agressifs contre Cuba. Il l'a qualifié, je cite, de nation en échec et de régime criminel. Et juste après l'inculpation pour meurtre aux États-Unis de l'ancien dirigeant cubain Raúl Castro, qui, soit dit en passant, a aujourd'hui 94 ans, Trump a déclaré ouvertement que, selon lui, d'autres présidents avaient envisagé d'intervenir à Cuba depuis des décennies, mais, et il ajoute, je cite, « Cette fois, on dirait que ce sera moi qui le ferai. »
Il en est très fier, il semble vraiment fier d'avoir cette occasion de faire ce que d'autres présidents ont eu la sagesse de ne pas faire. José Luis, comment le fait de vouloir prendre le contrôle de Cuba s'inscrit-il dans les ambitions néo-impériales de Trump à travers l'Amérique du Sud en général? C'est un bon point de départ, parce que je pense que sa décision d'attaquer avec Israël contre l'Iran a été largement influencée par le succès, sur le plan militaire, de l'opération au Venezuela. En gros, ils ont été galvanisés par ça. Ils se sentaient invincibles. Évidemment, je pense qu'il a fini par comprendre à quel point cette décision a été désastreuse et qu'il essaye maintenant de trouver une issue à ce conflit. Et oui, tu as raison, je pense que, d'une certaine manière, l'agression contre Cuba pourrait être motivée par une tentative de sauver la face sur le plan de la politique étrangère. En gros, dire « Bon, l'Iran, ça ne s'est pas très bien passé, mais peut-être que je peux obtenir un succès et le présenter comme une victoire à mon opinion publique à propos de Cuba. » Tu as d'ailleurs mentionné, par exemple, cette mise en accusation de Raúl Castro. Raúl Castro, bien sûr, qui a succédé à son frère Fidel à la présidence, mais qui faisait déjà partie du gouvernement depuis très longtemps. Il faut un peu de contexte ici, et je pense que c'est important parce que franchement, cette mise en accusation est ridicule. C'est absurde dès qu'on y regarde de près. En gros, il a été inculpé pour le meurtre de 4 citoyens américains qui, dans les années 90, faisaient des survols provocateurs de l'espace aérien cubain avec un groupe appelé Brothers to the Rescue. Ce groupe a été fondé par un homme nommé Basulto, un agent de la CIA autoproclamé, qui parlait ouvertement de sa formation pour mener des actions terroristes contre Cuba. Donc non, c'était pas une mission humanitaire. Ils disaient qu'ils étaient là pour secourir des gens qui tentaient de quitter l'île sur des radeaux de fortune, mais en réalité, ils survolaient aussi l'espace aérien, larguaient des tracts, provoquaient le gouvernement, cherchant à susciter une réaction du genre de celle qu'on a finalement vue. Je demande toujours aux gens d'imaginer ce que feraient les États-Unis s'ils avaient des vols non autorisés qui entraient dans leur espace aérien. Très probablement, ils ne feraient pas preuve de la même patience que les Cubains. Ils les abattraient immédiatement. Et en fait, les Cubains, pendant des mois, et il y a maintenant des preuves déclassifiées à ce sujet, même le département d'État et la FAA savaient très bien que les Cubains étaient très mal à l'aise avec ces survols. Ils avaient prévenu les États-Unis, faites quelque chose, arrêtez-les, ou bien. D'ailleurs, c'est le département d'État lui-même qui avait parlé d'un soi-disant pire scénario, celui où les avions seraient abattus. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et oui, ça s'est produit à l'époque où Raúl Castro était ministre de la Défense. Ce n'est pas un meurtre, c'est la défense de son territoire. Et franchement, je trouve assez ironique d'entendre des Américains donner des leçons à ce sujet. Un meurtre dans les eaux internationales, alors que les États-Unis mènent, en ce moment même, pendant qu'on parle, une campagne d'exécution extrajudiciaire dans les Caraïbes et dans l'Est du Pacifique. Ils tuent des gens qu'ils accusent sans la moindre preuve d'être des narcotrafiquants et ils les bombardent depuis le ciel. Il y a des survivants et ils lancent soi-disant une opération de sauvetage. Mais personne n'est jamais secouru. Ces gens meurent, dérivant au milieu de l'océan. Et dire que ce gouvernement aurait l'autorité morale pour accuser quelqu'un qui défend son espace aérien de meurtre, c'est franchement absurde. Mais voilà, c'est ça le récit qu'ils veulent imposer. C'est ce qu'ils essayent de faire passer, que c'est un État en faillite et que Trump aura l'honneur de prendre Cuba. C'est le discours qu'il tient depuis un moment. Et je pense que ce serait très sage de la part de Trump de réfléchir au fait que les mêmes personnes qui lui conseillaient d'être enfin le président qui résoudrait la question iranienne sont celles qui lui disent exactement la même chose à propos de Cuba.
Si les choses devaient aller dans cette direction, parce que ça ne se passera pas comme au Venezuela. Le Venezuela, c'était une opération bouclée en quelques heures, très rapide, et aux yeux des États-Unis et de l'establishment de politique étrangère, un succès. Moi, je considère que c'était un acte illégal. Pour moi, c'était l'enlèvement d'un chef d'État. Et je trouve absurde qu'il n'y ait pas eu davantage de protestations. Mais nous y voilà. Et s'ils pensent que c'est ce qui va se passer à Cuba, ils se trompent lourdement. J'ai parlé de la détermination du peuple cubain à résister. Je pense qu'il est important que les gens comprennent que Cuba fonctionne selon une doctrine militaire appelée guerre du peuple, ou guerre de tout le peuple. Si vous avez déjà entendu ce terme, c'est sans doute parce que vous connaissez la même doctrine utilisée par le peuple vietnamien dans sa résistance à l'agression américaine et à la volonté des États-Unis de renverser leur gouvernement au Vietnam. En gros, ça veut dire que chaque adulte valide a un rôle à jouer. Donc oui, il y a les forces armées cubaines. C'est difficile de dire combien ils sont exactement, mais les experts estiment qu'ils seraient entre 40 et 50 000 personnes. Il y a les réservistes, il y a la milice. La milice, c'est aussi un groupe de volontaires, des gens organisés dans leur communauté, à la campagne, dans les villes, dans leurs quartiers. Et puis, il y a aussi la stratégie de la guerre populaire. Autrement dit, ils ont mis en place des journées de défense nationale où ils appellent littéralement la population à se rendre sur leur point de rassemblement, à apprendre à utiliser du matériel militaire, à comprendre quel serait leur rôle en cas d'invasion ou d'agression militaire, à savoir qu'ils ont une place. Et c'est exactement ça la logique. Ils devraient être très très prudents. S'il y a un conseiller de Trump qui écoute, je lui dirais, il faut vraiment évaluer à quel point tout ça va coûter cher. Vous avez entendu Bruno Rodriguez, le ministre des Affaires étrangères de Cuba, parler tout récemment aux Nations Unies d'un véritable bain de sang à venir. Ce ne sera pas facile, même s'ils réussissent, disons, une frappe de décapitation. Imaginons qu'ils lancent une opération de police, comme ils l'ont fait avec Maduro, et qu'ils essayent d'enlever Raúl Castro sur la base de cet acte d'accusation. Ça ne se passera pas bien. Il y aura de la résistance. Il y aura une tentative de défendre sa vie et de défendre leur souveraineté. Et si jamais ils vont jusqu'à cette idée encore plus folle d'occuper ou d'envahir Cuba, ils se retrouveront face à des millions de Cubains armés. Il y a une arme pour chaque adulte cubain prêt à défendre son pays. Et ça ne se passera pas bien. Oui, les États-Unis ont une puissance militaire écrasante. Leur armée est bien plus grande, leur technologie bien plus avancée. Mais même si, disons, dans un scénario imaginaire, ils changeaient le gouvernement ou le renversaient, il y aurait une énorme déstabilisation. Tout est en plein chaos. Le gouvernement n'a plus vraiment le contrôle du pays. Comment allez-vous gouverner un pays dans cet état? Comment les États-Unis pourraient-ils exercer la moindre influence là-dessus? Ce serait une insurrection qui durerait des années, voire des décennies, pour chasser les envahisseurs. C'est exactement ce qui se passerait s'ils tentaient d'attaquer Cuba. Et je ne dis pas ça parce que j'ai de la sympathie pour le gouvernement, mais parce que je comprends leur doctrine. Et je connais bien l'histoire de Cuba. Il faut aussi se rappeler que le système cubain est bien plus consolidé que celui qu'on trouve, par exemple, au Venezuela. Le Parti communiste cubain est au pouvoir depuis des décennies. Il est profondément ancré dans la société. Ils ont eu des dizaines d'années pour former leur population à leur vision politique, à la manière dont leur société est organisée. Et oui, ce système continue de bénéficier d'un large soutien. Je ne dis pas que c'est universel. Il y a évidemment beaucoup de contestations. Beaucoup de gens sont très mécontents en ce moment à cause de ce qu'ils subissent du fait du blocus. Mais pour les États-Unis,
ça va pas être facile du tout. Il y a seulement quelques jours, le porte-avions à propulsion nucléaire USS Nimitz, avec à son bord environ 90 avions et près de 6000 militaires, est arrivé dans les Caraïbes. Bien sûr, sous l'administration Trump, le déploiement de porte-avions dans les Caraïbes ou dans le Golfe Persique est devenu, en quelque sorte, une habitude, un jour comme un autre, ce qui évidemment ne devrait pas être une habitude. Ce n'est en aucun cas un acte normal. C'est une posture offensive. Et donc, l'administration Trump tourne autour de la question de savoir si elle envisage ou non de mener des frappes militaires contre Cuba. Vous avez évoqué brièvement que, vous savez, à Cuba, il existe une sorte de doctrine selon laquelle, en cas d'invasion, chaque citoyen doit remplir un rôle précis et qu'ils en sont conscients et s'y préparent. Mais quel est l'état réel de l'armée cubaine? Et est-ce que Trump a vraiment besoin d'un porte-avions comme l'USS Nimitz pour afficher une posture offensive face aux Cubains dans un pays soumis à des sanctions extrêmes et brutales depuis 6 décennies? Oui. Je vais d'abord répondre à une partie de votre question. Il faut comprendre que l'armée cubaine est composée de cadres. Ce sont, pour la plupart, les personnes les plus engagées, celles qui ont été formées directement par le parti. Beaucoup de gens ne s'en rendent peut-être plus compte parce qu'on ne vit plus à l'époque de la guerre froide. Mais à Cuba, ce modèle existe toujours. Ce sont donc des gens d'une volonté de fer, les plus endurcis. L'armée n'est plus aussi grande qu'avant. Il y a quelques décennies, les forces armées cubaines comptaient probablement autour de 200 000 personnes, donc c'était assez important. Et bien sûr, Cuba a été active dans la résistance contre l'Afrique du Sud et le système d'apartheid, en menant même des opérations à l'étranger. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est beaucoup plus réduit. Comme je l'ai dit, les experts estiment entre 40 et 50 000. Mais encore une fois, c'est plutôt cohérent avec la taille de la population actuelle et avec ce qu'on attend aujourd'hui de l'armée cubaine. Et bien sûr, il y a eu cette période où on a tenté une normalisation, donc forcément l'accent était moins mis là-dessus. Et puis dépenser pour l'armée, ça veut dire ne pas dépenser pour les écoles ni pour les hôpitaux. Donc, c'est logique que ce ne soit plus aussi grand qu'avant. Mais ça reste une force redoutable. Concernant le Nimitz, je suis d'accord avec vous. C'est clairement un pays qui a subi une campagne brutale et qui en ce moment même est sans doute, on peut le dire, à son point le plus faible. Vous savez, beaucoup de gens disent que la situation est aujourd'hui pire que pendant la période spéciale, ces années qui ont suivi la fin de l'Union soviétique, le plus proche allié de Cuba. Le soutien que le pays recevait à l'époque, eh bien, sa disparition a été un choc économique majeur pour Cuba. Et maintenant, on dit que les choses sont encore plus dures à cause du blocus pétrolier. Donc oui, c'est une situation vraiment difficile. Vous avez raison, on n'a pas besoin d'un porte-avions. C'est clairement une manœuvre d'intimidation, une façon d'envoyer un message à la direction du pays. Il y a d'ailleurs des informations selon lesquelles Trump serait frustré que l'opération de changement de régime, la souffrance de masse, la misère provoquée par ses politiques, n'ait pas encore conduit le peuple cubain à renverser le gouvernement. Il ne comprend pas pourquoi ça ne s'est pas encore produit. Et je pense que d'un côté, c'est grâce à la résilience, à la détermination du peuple cubain et à la solidité du système. Mais c'est aussi, vous savez, parce que les Cubains ont déjà vécu ça, non? Ils comprennent que tout ça, c'est le résultat d'un changement de régime, n'est-ce pas? Et donc, ils ne vont pas se laisser faire. Vous voyez, j'ai fait une interview avec une membre de la milice qui m'a dit « S'il y a bien un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire cubain, c'est reddition. » Et je pense que ça explique sans doute pourquoi.
Trump, lui, a pris la parole lors d'un de ces événements avec, vous savez, de riches donateurs, et il parlait un peu en roue libre, vraiment, en essayant de faire le comique sur scène. Mais il dit, vous savez, peut-être qu'on ramènera un porte-avions une fois qu'on aura terminé avec le conflit en Asie de l'Ouest, avec l'Iran, vers les Caraïbes. Et là, ils demanderont notre aide, vous voyez, pour qu'on vienne les libérer. Et ensuite, on voit le Nimitz arriver, pour de vrai, non? Pour essayer d'intimider le peuple cubain et faire passer ce message. J'ai demandé à un collègue à Dropsite ce qu'on devait en penser. Est-ce que c'est juste de la mise en scène ou est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Et il a fait une remarque très pertinente. Mon collègue Murtaza Hussein, qui travaille avec moi à Dropsite et qui couvre les questions de sécurité nationale, m'a dit, eh bien, normalement, je dirais sans doute que c'est simplement une tactique d'intimidation. Mais on a aussi vu, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir pour son deuxième mandat, que chaque fois qu'il mobilise des moyens militaires, il les utilise. Et il a raison. Tu vois, c'est ce qu'on a constaté avec le Venezuela, avec l'Iran. Donc il ne faut pas prendre à la légère le fait que ces forces soient là. C'est inutile, parce qu'ils ont déjà énormément d'atouts dans la région, non? Ce n'est pas si loin. Pas besoin de traverser la moitié du globe pour attaquer Cuba. Et d'ailleurs, on a entendu le gouverneur de Porto Rico, un allié de Trump, dire un peu en passant « Ah, Porto Rico est tellement important pour les États-Unis, on est un atout stratégique. » Il y a là-bas une base très importante, appelée Roosevelt Roads, que Trump a réactivée en disant en gros, il y a un conflit ici, un autre là-bas, et la semaine prochaine, ce sera peut-être Cuba. Donc je ne pense pas qu'elle parle précisément d'une agression militaire prévue pour la semaine prochaine, même si c'est possible. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de moyens militaires qui sont déplacés, qui sont mobilisés dans cette zone. Et c'est inquiétant, vu le précédent que Trump a créé. Quand il mobilise des forces, il les utilise. Cela veut dire qu'il y a de vraies raisons de s'inquiéter qu'une action contre Cuba puisse avoir lieu bientôt. Vous avez écrit que le département d'État proposait une aide de 100 millions de dollars, apparemment conditionnée à ce que Cuba accepte de grosses livraisons de surprise, Starlink. Pour moi, c'était à la fois choquant et en même temps pas si surprenant, surtout après avoir vu les manifestations en Iran qui ont été en quelque sorte facilitées par Starlink. José Luis, de quoi s'agit-il exactement? Parlez-nous de Starlink et de l'aide proposée à Cuba. Vous avez tout à fait raison de faire ce lien, parce que c'est exactement celui qu'on a fait nous aussi en préparant cet article. On avait par exemple ces rapports du Wall Street Journal qui disaient qu'une partie de la stratégie américaine en Iran consistait à faire entrer clandestinement des Starlink pour ensuite les remettre à ce qu'on pourrait qualifier de cellules dormantes à l'intérieur du pays. L'idée, c'était de les activer pour qu'elles puissent communiquer et tenter de provoquer un soulèvement contre la République islamique d'Iran. Donc c'est très intéressant de voir que l'offre d'aide humanitaire est aussi conditionnée à la livraison de ces Starlink. Vous voyez, ils disent vouloir mettre fin au monopole de l'État cubain sur l'accès à Internet à Cuba. En fait, il y a eu beaucoup d'efforts pour essayer de construire des câbles sous-marins en fibre optique vers Cuba, afin d'améliorer leur communication. Mais ces projets ont été bloqués par le blocus, n'est-ce pas? Donc en réalité, il ne s'agit pas vraiment d'améliorer l'accès aux communications. C'est littéralement une question de faire parvenir ce matériel aux personnes dont ils pensent pouvoir se servir à un moment critique. Une révolte, quelque chose qui pourrait provoquer un changement de régime à Cuba. Sur le plan de l'aide humanitaire, c'est assez intéressant, parce que les États-Unis avaient déjà proposé, si je ne me trompe pas, environ 3 millions de dollars après l'ouragan Melissa
puis 7 millions ensuite. Sur cet argent, seulement 2,5 millions ont réellement été distribués. Et ça, c'est selon le vice-ministre des Affaires étrangères Cosio, qui explique que la plupart de l'aide a été livrée en nature, des denrées alimentaires, du matériel, des tentes, ce genre de choses pour les personnes touchées. Donc si en plusieurs mois, sur 10 millions promis, ils n'ont réussi à en livrer que 2,5 millions, comment vont-ils faire pour en livrer 100 millions? Ils ne peuvent pas. C'est pas une vraie promesse, c'est simplement une partie de la campagne de guerre psychologique menée par Marco Rubio. Et il le dit lui-même quand il donne ses interviews et qu'il parle de cette aide. Il dit, si le peuple cubain m'écoute, qu'il sache qu'il y a 100 millions d'aides prêts à être livrées, qui n'attendent que le feu vert, si seulement le gouvernement cubain cessait de faire obstacle. C'est faux. C'est une opération de guerre psychologique, destinée à faire croire que Cuba refuserait 100 millions d'aides à sa population. Et voilà une partie de la raison. Si vous parlez à des gens qui ont travaillé sur le terrain dans l'aide humanitaire à Cuba, ils vous diront tous qu'il faut collaborer avec l'État. Or, la seule condition liée à cet argent, ces 100 millions, c'est qu'ils ne peuvent pas être distribués par l'État. Donc, dans les faits, c'est pratiquement impossible. Même si vous aviez l'autorisation de faire entrer cette aide, elle ne pourrait pas vraiment être distribuée. Pourquoi? À cause du blocus pétrolier. Comment voulez-vous distribuer de l'aide si vous n'avez pas de diesel pour faire rouler les camions à travers le pays? C'est en soi le résultat de la politique des États-Unis. Donc, à mon avis, c'est une tentative très claire de tromper le peuple cubain, de lui donner un nouveau motif de plainte, comme s'il n'en avait pas déjà assez, pour qu'il puisse accuser son propre gouvernement en disant « Vous nous refusez cette aide ». C'est tout simplement faux. J'ai parlé avec Claudia de la Cruz. Elle travaille avec l'organisation Pastors for Peace. Elle en est la directrice exécutive. Il collabore avec Cuba depuis des décennies en y apportant de l'aide humanitaire. Et elle a dit, très clairement, que tout comme Cuba a construit un système de santé exceptionnel, mais qu'ils ne peuvent pas faire d'opération parce qu'ils n'ont pas d'énergie en ce moment, eh bien de la même façon, on ne peut pas distribuer de l'aide sans l'appui de l'État. N'importe quelle organisation humanitaire vous le dira. Rubio, dans un de ses échanges avec la presse, dit « J'ai une lettre dans ma poche de ces organisations qui affirment qu'elles sont prêtes à le faire. » J'aimerais beaucoup lire cette lettre, j'aimerais savoir qui l'a signée pour pouvoir leur demander « Comment comptez-vous faire sans véhicule ni diesel ?» Comment allez-vous faire ça? À dos d'âne, à vélo, pour tout le pays. 100 millions d'aides alors que vous n'arrivez même pas à distribuer 2,5 sur ce qui a déjà été livré, ou seulement 2,5 sur les 10 promis. Ça ne tient tout simplement pas debout. Et c'est pour ça que je pense qu'il s'agit d'une guerre psychologique. C'est exactement ce qu'ils veulent. Semer le doute sur l'engagement du gouvernement cubain envers son peuple, sur sa volonté réelle de livrer cette aide. Et pour finir, je dirais ceci. Le gouvernement cubain a déclaré que si cette offre est sincère, il est prêt à écouter. Si vous voulez vraiment apporter des choses et aider la population qui souffre, et nous reconnaissons qu'elle souffre, alors faisons-le. Mais franchement, ça ne ressemble pas du tout à une offre sincère. Oui, je pense qu'on peut vraiment soutenir que non, et que c'est plutôt un prétexte pour faire passer ou transférer des Starlink afin de les utiliser ensuite pour un tout autre objectif. Mais passons rapidement au blocus pétrolier. Je crois que la première fois qu'on s'est parlé, c'était sans doute en janvier, peut-être début février. À ce moment-là, le blocus commençait à peine. Maintenant, on est fin mai et vous êtes allé à Cuba. Vous avez vu de vos propres yeux ce que le blocus a provoqué pour la population cubaine, pour les infrastructures.
Alors, concrètement, qu'est-ce que le blocus pétrolier de Trump a vraiment accompli sur le plan politique, social, économique? Quels sont les résultats aujourd'hui? Socially, economically, what are the results at this point? Well, the first thing would be mass suffering, right? It has. Eh bien, la première chose, c'est la souffrance de masse, non? On est face à une crise humanitaire. Je pense qu'on peut le dire clairement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit des dons venir de pays comme le Mexique ou la Chine pour essayer de répondre aux besoins très réels qui existent sur l'île. Les gens souffrent, c'est évident. On parle d'un pays qui avait éradiqué la malnutrition infantile et qui maintenant la voit revenir, non? Il y a eu un rapport très intéressant du Centre de recherche en économie et en politique, publié récemment, sur la hausse spectaculaire de la mortalité infantile. Et la mortalité infantile, c'est un de ces indicateurs de santé qui te montre à quel point une population est en bonne santé, tu vois? Et ça a énormément augmenté, et ils attribuent ça au blocus américain, évidemment. Un blocus qui dure depuis longtemps, mais qui s'est encore aggravé avec cette situation. Je pense que politiquement, ce qu'il a fait, c'est aliéner ses alliés. C'est un sujet sensible dans la relation entre les États-Unis et le Mexique, par exemple. Il y avait beaucoup de pétrole qui venait du Venezuela et qui évidemment a été stoppé en décembre. Beaucoup de gens pensent que ça s'est terminé avec l'enlèvement de Maduro, mais en réalité, ça s'est arrêté quand les États-Unis ont envoyé tous leurs navires dans les eaux des Caraïbes et ont empêché les pétroliers d'arriver dès le mois de décembre. Et en fait, un des pays qui a réagi, c'est le Mexique. Pemex, la compagnie pétrolière d'État, fournissait du pétrole à la fois pour des raisons humanitaires et dans le cadre d'un contrat commercial normal, comme le ferait n'importe quelle entreprise. Tout cela a été interrompu sous la menace des États-Unis. Maintenant, Trump parle d'une menace de tarifs douaniers. Mais moi, je pense que la menace est bien plus grave. Je crois qu'il a brandi la possibilité d'une forme de représailles contre le Mexique. Peut-être que ce serait l'excuse que Trump utiliserait pour lancer une attaque militaire contre le Mexique. On en a parlé dans l'émission précédente. C'est l'une des intentions de ce gouvernement, vouloir une action militaire unilatérale des États-Unis au Mexique. C'est donc une situation très délicate et un sujet particulièrement sensible. En réalité, malgré les différences idéologiques entre le gouvernement de Claudia Sheinbaum et celui de Donald Trump aux États-Unis, la relation est très positive. Ils travaillent main dans la main, surtout sur les questions de migration et de sécurité. Mais là, c'est un point sensible. Cela provoque beaucoup de mécontentement envers son gouvernement ici au Mexique, comme s'il n'y avait déjà pas assez de raisons pour alimenter ce mécontentement chez les Mexicains. Dans la région, on a vu beaucoup de gouvernements favorables à Washington être élus, et dans l'ensemble, ils sont restés silencieux sur ce sujet, mais pas les populations, n'est-ce pas? Vous savez, partout sur le continent américain, on voit des populations descendre dans la rue, organiser des rassemblements, des débats, toutes sortes d'activités pour parler de la question de Cuba. Cuba, il faut s'en souvenir, occupe une place particulière dans le cœur des peuples d'Amérique latine. C'est le pays qui s'est dressé contre l'impérialisme américain, qui a renversé le dictateur Batista, soutenu par les États-Unis, qui a repoussé l'invasion américaine de la baie des Cochons et qui a réussi à construire un système social extraordinaire à une époque où les États-Unis soutenaient des dictatures à leur service. Alors oui, Cuba compte vraiment. Je pense que d'une certaine façon, beaucoup de gens voient Donald Trump tel qu'il est vraiment. Quelqu'un, un intimidateur, qui essaye d'imposer sa volonté et d'obtenir ce qu'il veut du gouvernement cubain par la contrainte, par la violence. Et il y a une dernière chose que je voulais mentionner à propos du blocus pétrolier. C'est assez intéressant parce qu'il y a eu en fait un pétrolier qui a été autorisé à passer. Et ça s'est produit de manière assez surprenante juste après le convoi Nuestra América.
Ce groupe d'organisateurs, d'activistes, de journalistes qui s'est rendu à Cuba a documenté la situation, a soulevé la question aux États-Unis. Beaucoup de gens ont commencé à en parler, et soudain on entend Donald Trump dire « Ah oui, d'accord, on va laisser celui-là passer ». And suddenly you hear Donald Trump say, "Oh yeah, okay, we'll let that one through." The US Coast Guard had cutters in the water. They could have stopped. La garde côtière américaine avait des patrouilleurs dans la zone. Ils auraient pu arrêter ce pétrolier s'ils l'avaient voulu, mais ils ne l'ont pas fait. Un pétrolier russe est arrivé, et une fois sur place, il a livré le pétrole, il a été traité, et on a vu que les coupures de courant dans la capitale ont pris fin, non? Il y a eu cette photo partagée, la ville illuminée la nuit. Et voilà, c'est ça le point. Les États-Unis veulent imposer ce récit selon lequel Cuba serait dirigé par, je cite, « des communistes incompétents ». C'est le terme que Rubio utilise, non? Cette formule, à mon avis, a été préparée à l'avance. On a dû lui dire « c'est cette phrase qu'il faut répéter ». Vous savez, du genre « le seul truc pire qu'un communiste, c'est un communiste incompétent ». Et avec ça, ils veulent faire passer l'idée que leur pays est un État en faillite. Tu l'as quand même cité. Mais il a suffi qu'un peu de pétrole passe et beaucoup de problèmes liés à l'électricité ont été réglés presque du jour au lendemain. Pour moi, c'est évident. Tout ça vient du blocus américain, de la politique des États-Unis. Et s'ils arrêtaient simplement, la situation s'améliorerait de façon spectaculaire, très vite. C'est tout ce qu'on demande. Cuba veut seulement que sa souveraineté soit respectée, même dans les discussions qu'ils ont avec les États-Unis. D'après l'ambassadeur cubain auprès des Nations Unies, on a l'impression que les Américains ne sont pas là de bonne foi. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on respecte leur souveraineté. Ils disent « On est prêt à venir à la table, trouvons un accord, voyons ce qui a du sens pour vous. » Let's find an agreement. What makes sense for you? You know, at Dropsite, we reported how they were willing to engage. Chez Dropsite, nous avons rapporté qu'ils étaient prêts à envisager un nouveau paiement forfaitaire pour indemniser les personnes dont les biens avaient été nationalisés après la révolution cubaine. En gros, tout est sur la table. Parlons un peu des réformes économiques. Cuba a récemment décidé d'ouvrir le pays aux investissements des Cubains de l'étranger, sans qu'ils aient besoin de vivre à Cuba. Donc, ils sont prêts à faire des concessions, mais pas à sacrifier leur souveraineté. Ils ne vont pas mettre leur constitution en discussion. Évidemment que non. Quel État le ferait? Personne. Ce n'est pas comme ça que se passent les négociations. Mais c'est ce que veulent les États-Unis. Et c'est là que ça bloque. Ils en demandent trop et ne négocient pas de manière sincère. José Luis, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'était une conversation vraiment passionnante et surtout très très importante. J'ai hâte de te revoir dans l'émission pour en parler plus en détail. Absolument. Et j'espère qu'il n'y aura aucune agression militaire contre Cuba. Une des phrases que j'utilise souvent, c'est que les Cubains ne veulent pas la guerre. Ils vous le diront tous. Comme l'a dit le ministre, ce serait un bain de sang. Ce serait une terrible tâche sur l'histoire de Cuba d'être à nouveau envahi par les États-Unis. Mais ils sont prêts à se battre. Et je pense qu'il est important que les gens se rappellent que ce ne sera pas facile. Ce qu'il faut, au contraire, c'est une réaction régionale plus forte. Il faut que les pays de la région, et même du monde entier, disent clairement « Nous n'acceptons pas ça ». Ce n'est pas comme ça que la politique étrangère doit se faire. Combien de fois encore allons-nous tolérer ce genre de comportement d'intimidation, ce mépris du droit international qui bafoue le système que ces mêmes pays ont mis en place après la Seconde Guerre mondiale? Ce n'est pas ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est la paix. Exactement ce que voulaient aussi les électeurs de Trump. Plus de guerre. Et surtout, les Cubains, eux, veulent simplement vivre leur vie, pouvoir partager leur pays avec des Américains, pour qu'ils voient qu'ils ne sont pas le monstre qu'on a voulu décrire.